lundi 30 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté du Red Bull Ring en Autriche. Et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Un bon week-end de course comme on en a souvent l'habitude en Autriche. Ben oui, en Autriche, c'est un circuit qui est idéal pour les monoplaces d'aujourd'hui. Et justement, en début de journée, on a eu la nouvelle comme quoi que ça serait prolongé jusqu'à 2041. Pour moi, c'est Mhm, une excellente nouvelle. On le voit là, mhm. c'est pas partout ce qu'on peut aller avec les monoplaces, la grosseur qu'ils ont et avoir des grands prix compétitifs. On va en venir tantôt dans notre deuxième bloc. On va parler du Grand Prix de dimanche, mais on l'a vu encore une fois à quel point que ça se prête bien aux monoplaces d'aujourd'hui. On est capable d'avoir des courses compétitives, d'avoir des dépassements. Donc, bien content de voir l'Autriche prolonger jusqu'à 2041. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. J'imagine que toi aussi, tu as accueilli la nouvelle de la même façon. Oui, c'est ça. C'est un circuit classique. Là. C'est un circuit, on peut dire, à l'ancienne. Là. Un circuit avec un très beau paysage. Pour moi, Martin, c'est un des plus beaux paysages de la saison là, dans les montagnes de la Styrie. Là. C'est vraiment formidable. C'est un circuit qui offre de l'action. Donc, autant en qualification qu'en course, on a des beaux faits de course, là, des belles opportunités de dépassement. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la Formule 1 de rester en Autriche jusqu'à 2041. Fait que justement, venons-en à la journée de samedi, mais avant, on va rappeler à nos auditeurs que cet épisode du F1 Podcast, qui est une présentation de Descartes Incorporé, des spécialistes dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi dans la vente de matériel. Donc, si vous voulez en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire, vous pouvez faire affaire avec les experts de Descartes Incorporé, que ce soit de Laval à Tremblant. Ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Et d'autres experts qui sont associés au F1 Podcast, eh bien, c'est ceux de Label Est. On voit l'été là, s'est installé, hein, c'était le 21 juin que ça commençait, là, même si on a l'impression que ça a commencé un peu avant ça, avec le beau printemps qu'on a eu. Mais il y a des arbres, il y a des haies, on veut mettre ça beau, on veut mettre ça sécuritaire, ben il faut faire affaire avec des experts parce que des fois on est près des fils électriques, toutes ces choses-là. Faut pas prendre de risques, donc c'est pour ça qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans. C'est ce quoi Label Est se spécialisent, donc leurs experts de plus de 20 ans d'expérience, vous pouvez faire affaire avec eux. Ils ont maintenant des capsules sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un site Internet qui est à votre disposition, que ce soit pour Descartes ou pour la Belle. Si vous voulez avoir des coordonnées, vous pouvez communiquer avec le F1 Podcast en tout temps. Et ça me fera plaisir de vous acheminer et afin que vous puissiez parler avec les bonnes personnes. Tu parlais de la journée de samedi, les séances de qualification. J'ai pas arrêté de dire depuis le début de la saison, attendez les qualifications, ça va être une bonne séance. Manquez pas la séance de qualification, manquez pas ça. Pour le Grand Prix d'Autriche, je disais la même chose, bien sûr, parce que on a toujours des bonnes qualifications. Je disais même attention aux écarts dans l'épisode de vendredi qu'on fait, là, bien sûr, à chaque vendredi, c'est votre guide, où on donne le plus d'informations possible aux amateurs de Formule 1, aux auditeurs du F1 Podcast, pour qu'ils puissent profiter pleinement de leur week-end de course. François Goulet est avec moi, comme à l'habitude. On parlait de tout ça, puis on disait 3/10 sur un circuit comme celui de l'Autriche qui est tellement court, ça peut te sortir quasiment tu peux quasiment être relégué en Q1, là, te faire sortir en Q1 à cause de ça. C'est important, chaque dixième compte. On arrive au fil d'arrivée à la fin de la journée. Puis c'est Lando Norris qui signe une pole position par plus d'une demi-seconde. Et moi, je te dirais que j'ai été déçu de la séance de qualification. C'est pas de la faute des McLaren, c'est pas de la faute de Lando Norris qui a fait un tour exceptionnel. Et j'en revenais pas à quel point qu'ils étaient dans un monde à part, les voitures orange papaye. Dès le début du week-end, on sait que la chaleur était un facteur important. Depuis le début de la saison, les McLaren ont une facilité à mieux répondre justement, que ce soit du côté motorisation, tout le côté mécanique, mais surtout l'aspect des pneus. Lorsqu'il fait chaud, on réussit à mieux faire que quiconque, on gère mieux nos températures de pneus. Euh,
Donc ça a été un gros facteur. Mais il y a aussi les doubles jaunes. Ça, encore là, ça fait partie de la Formule 1, mais la perte de contrôle de Pierre Gasly dans le dernier virage, je dirais le 9-10 là, ou environ, là, où ce qu'il a échappé, je pense que c'était au dixième, ou après le dixième qui a échappé la voiture. Puis à ce moment-là, ben, au début du 9, ça a donné un double jaune à Max Verstappen. Puis il y a aussi Oscar Piastri qui, lui, amorçait son tour lorsque que Gasly a perdu le contrôle. Fait que tout ça, là, c'est venu un peu bousiller la fin de cette séance de qualification-là. On a eu des discussions, je sais que t'es pas nécessairement d'accord avec moi là-dessus, tu as apprécié le spectacle. Moi, je dirais que je l'ai apprécié, mais jusqu'à la fin, j'ai trouvé que j'ai resté sur mon appétit, surtout de la demi-seconde que Lando Norris a réussi à mettre, mais surtout du fait que ses plus proches poursuivants n'ont pas eu une chance de s'élancer. Ça fait partie du sport, mais ça m'a déçu. Disons que c'est pas le spectacle que je m'attendais. Non, c'est ça. C'est sûr que quand on voit un écart comme ça, Martin, ben, c'est quand même considérable, 5 dixièmes. Là. On s'entend, en Formule 1, c'est un monde. C'est vraiment un monde Surtout dans là, en la 5 F1 dixièmes. d'aujourd'hui. Vraiment. Tu sais, la plus grosse écart qu'on avait depuis le début de la saison, je pense que c'était 2 dixièmes. Ouais, sensiblement. Et puis là, Lando Norris qui nous sort ça en 1-3, 971, comparativement au 492 de Leclerc. Donc, oui, c'est ça, gros tour. Puis, faut féliciter. C'est sûr que, comme tu dis, Martin, il a eu l'incident avec Pierre Gasly et tout. Ça a bousillé l'opportunité, là, notamment de Verstappen et de Piastri, comme tu as mentionné. Mais par contre, chapeau à Lando Norris d'avoir sorti un tour formidable comme ça. Il était très en verve en fin de semaine, Lando Norris. Ça se voyait en qualification. Il était dans un bon jour. Premier en EL2, EL3, toutes les portions des qualifications aussi. Il a été magistral. Donc, c'est une sacrée gifle qu'il a infligée à la concurrence avec cet écart-là, même si on pourrait se dire que Piastri aurait pu être plus près, quitte peut-être de Verstappen. On ne le saura jamais, malheureusement. Mais bon, ça fait partie du spectacle, comme tu dis. Des fois, ça va dans notre sens, des fois, ça va pas dans notre sens. Et c'est déjà une 12e pole pour Lando Norris. Donc, ça rejoint un certain David Coulthard et Gerhard Berger qu'on a vu dans les paddocks pour Berger, qui est un pilote autrichien. Donc, voilà. Bravo à Lando Norris pour cette superbe pole position. Ouais, c'était vraiment un bon tour. Il a besoin, après cet accrochage-là Ouais. qu'il avait eu lors du dernier Grand Prix au Canada, c'est un circuit qui lui sourit bien, qu'il fait bien sur ce circuit-là depuis le début de sa carrière. Notamment, François me rappelait aussi que c'était son premier podium en carrière aussi qu'il Mhm. avait eu en Ouais. Autriche. Mhm. Donc, pour lui, c'est sûr qu'on se rappelle de ça qu'on est un pilote. L'année dernière aussi, il avait eu un abandon suite à un accrochage avec Verstappen, mais il avait bien fait. Là. C'est pas un circuit normalement qui lui cause problème du côté de Lando Norris. J'étais content de le voir rebondir. Puis depuis le début du week-end, on le voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il était en confiance, qu'il voulait vraiment montrer qu'il allait rebondir. Il se devait de le faire aussi. Puis qu'on regarde la télémétrie, ben probablement que Max Verstappen, d'où ce qui était rendu lorsqu'il a levé le pied, il s'enlignait pour avoir soit la deuxième ou la troisième place. Il s'enlignait vers un tour dans les 400 quelque chose. Donc à ce moment-là, ça l'aurait placé pas si loin que ça de ce que ben, quand même assez loin de Norris, mais ça l'aurait placé probablement en deuxième ou en troisième place. Encore là, on le sait pas, on spécule. C'est où ce qu'il était rendu. Du côté de Piastri, je pense aussi qu'il aurait certainement mieux fait, sauf qu'il n'aurait pas battu Lando Norris. Je pense pas que ça a eu un lien avec la pole position. Ça a sûrement eu un lien sur le top 3, les doubles jaunes, mais pas nécessairement sur la pole position de Norris. Il semblait pas mal intouchable. En plus, il n'a pas fait de premier essai libre. Là. La EL1, il avait donné sa voiture au jeune pilote irlandais qui l'avait placé sur la quatrième place. Ça me donnait quand même une bonne idée que la McLaren était en bonne forme lorsqu'on voit un Mhm. jeune arriver en F1, réussir à la mettre en quatrième position, faut quand même le faire. Sauf que on voyait il y avait nécessairement quelque chose avec les McLaren en fin de semaine. Ensuite, lorsqu'on regarde du côté de Red Bull, oui, on a eu le double jaune, mais ce qui a couru à la perte de Max Verstappen, c'est qu'on avait seulement un train de gomme tendre pour la séance de qualification, mais pour la dernière séance, là, la Q3, ça, à ce moment-là, c'est toujours une problématique parce que ta première tentative, tu dois la faire en gomme usée. C'est ce qui est arrivé. Il n'a pas fait un temps qui était très représentatif ou très compétitif. Puis après ça, ben là, ça le mettait à la merci de n'importe quoi qui peut arriver, drapeau rouge, drapeau jaune ou quoi que ce soit, parce que sa deuxième tentative, il se devait absolument de réussir un temps canon parce que c'était le temps qui allait compter. L'autre, c'était plus un temps juste pour dire que
t'as quelque chose à mettre, là, qu'on n'est pas dixième, c'est grâce à ça qu'il part septième à ce premier temps-là, mais il n'a pas pu inscrire son temps compétitif en gomme neuve. Donc ça a causé un petit peu un problème. Du côté de Piastri, par contre, je pense que sa première tentative était en nouvelle gomme. Donc c'est pour ça que lui était un peu moins défavorisé sur la grille de départ pour ça. Mais c'est quand même une troisième place pour Piastri. C'est pas la fin du monde, mais il semblait déçu. On voit qu'il s'habitue à long, hein, quand on commence à Mhm. gagner, décrocher des pôles, qu'on a la meilleure voiture. Ben c'est sûr que Ouais. les objectifs d'un week-end changent. Puis on l'a vu dans Oscar Piastri, il était complètement déçu. Il le dit après ça, même en entrevue, que demain, la journée de dimanche, il s'en allait pas là pour finir troisième, il s'en allait là pour gagner. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous, les spectateurs. Lorsqu'on entend ça, ben, on sait que ça risque de nous réserver un bon spectacle. Du côté de Lewis Hamilton, ben, lui aussi a gagné d'un peu tout ça, arrive en quatrième position. C'est pas un week-end facile lorsqu'on prend du vendredi au samedi pour Lewis Hamilton. Ferrari amenait des améliorations aussi, un nouveau Mhm. plancher. On essayait de retravailler la hauteur de la voiture, quelque chose qu'on a depuis le début, un problème qu'on a depuis le début de la saison, où ce qu'on avait dans nos statistiques, nos simulations, quand on a créé le concept de la voiture, on pensait être capable de rouler beaucoup plus bas. Finalement, il y a une disqualification en Chine qui est venue tout bouleverser ça. Et depuis ce temps-là, on essaie de rattraper là, ce fameux problème de développement-là où ce qu'on s'attendait à être capable de positionner nos voitures beaucoup plus près du sol. Avec l'effet de sol, c'est le nerf de la guerre. Finalement, on est obligé de la mettre un peu plus haute. Donc, c'est venu un peu tout changer ce qu'on avait prévu. Donc, on travaille là-dessus. Dans l'ensemble, Lewis Hamilton, quatrième sur un circuit où il connaît bien, un circuit comme celui d'Autriche. Sauf que je pense qu'il y a quand même eu un facteur Lewis Hamilton parce que avec tous les problèmes qu'il semblait avoir, boîte de vitesse, lui aussi n'a pas eu de première séance d'essai libre dans le week-end, de quand même arriver à être quatrième la journée de samedi, pour moi, j'ai été surpris. Je pense qu'il a bien réagi malgré tout ce qui se tournait autour de lui. Puis il y avait quand même des problèmes personnels avec Frédéric Vasseur aussi. Je ne sais pas si ça allait affecter l'équipe. Parce que Frédéric Vasseur a dû quitter là, dans la soirée de samedi. Il n'a Mhm. pas été au Grand Prix de dimanche. As-tu été surpris un peu d'Hamilton de le voir quatrième quand même? On sait que c'est un septuple champion du monde, il a du talent, fait que on s'attend toujours à le voir rebondir, mais t'attendais-tu à le voir quand même dans une position comme ça ou avec le début du week-end qu'il y avait, t'attendais à le voir un peu plus loin? Ben, écoute, moi, je te dirais qu'avec les améliorations, les évolutions qu'il y avait sur la Ferrari, Martin, je m'attendais à voir Hamilton, au moins, je te dirais, peut-être dans le top 5. Je me suis dit, cinquième, ça peut être bien. Mhm. Hors de ça, à voir aussi, parce il fait chaud aussi en Autriche, et on sait à quel point aussi les rivales Mercedes ont du mal avec ces températures très chaudes-là. Donc, je me suis dit, Ferrari, peut-être une opportunité à saisir là, pour Leclerc et Hamilton. Leclerc l'a très bien saisi avec la deuxième place. Hamilton quatrième. Sa forme en qualification, ce que j'ai remarqué, Martin, elle s'améliore par rapport à Leclerc depuis quelques séances qualificatives. Donc ça, c'est bon pour le moral du Britannique qui continue de s'assimiler avec cette SF25. Donc, il y a du mieux pour Lewis Hamilton. C'est correct. On prend le temps aussi de s'adapter. C'est sûr que ça commence à faire quelques grands prix. On est déjà rendu là au 11e, là, mais quand même, il faut y aller, il faut prendre ses marques petit à petit. On est quand même un septuple champion du monde et tout. L'ambiance n'est pas toujours au beau fixe chez Ferrari, notamment avec son ingénieur. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais c'est bon signe pour Hamilton en qualification, c'est qu'il y avait des lacunes là, dernièrement, là, notamment face à Leclerc. Ben là, c'est quand même correct. À 6 dixièmes du meilleur chrono, le seul qui était dans les 6 dixièmes de retard par rapport à Norris. Donc, il y a du mieux. Il y a du mieux pour Hamilton. Bon, il faut prendre le positif quand il passe, puis Mhm. pas de marmotte sur son chemin, c'est sûr que ça aide aussi. C'est venu lui ouvrir un peu la porte. Après ça, tu mentionnais un peu, tu touchais le dossier de la chaleur pour les Mercedes. C'est quelque chose qu'on a parlé énormément dans l'épisode de vendredi, dans les Mhm. améliorations qui avaient été apportées au circuit. Normalement, je fais pas le tour des améliorations qui sont spécifiques juste pour le week-end de course. Donc, quand c'est pour un tracé, on y va vraiment avec les évolutions qui sont des choses qui risquent de rester pour la saison. Sauf que j'avais quand même apporté le fait que Mercedes réagissait à la chaleur puisqu'on apportait beaucoup plus un nouveau capot moteur avec plus d'ouverture de ventilation. On avait changé les conduits d'aération pour les freins. On le voyait que on était préoccupé par ça, là, que c'était quelque chose même si tu sais, il y a des gens qui pensaient que c'était derrière nous au Canada, mais au Canada, il faisait peut-être chaud dans les estrades, mais c'était pas aussi chaud qu'en Espagne, puis c'était pas aussi chaud que ce qu'on avait en Autriche au cours du Mhm. week-end. La journée de vendredi avait bien paru. George avait réussi à faire un meilleur temps dans une séance de libre, sauf que c'était beaucoup plus frais.
vendredi. Donc, on se préparait à ce problème-là et les améliorations qui avaient été apportées au circuit nous donnaient aussi, nous emmenaient la puce à l'oreille, comme quoi que c'était dans la tête de Mercedes aussi. Là, on avait peur de ça. Finalement, nos craintes sont arrivées. On voyait que c'était pas du tout la voiture qu'on avait vue à Montréal. La performance n'y était pas. On avait un problème probablement à préserver nos pneus sur un tour complet. Puis à ce moment-là, ben, George Russell a réussi à faire une cinquième position. Je pense que encore là, ça a joué la situation de Pierre Gasly puis toutes ces choses-là, sauf que on a quand même limité les dégâts, là. On a sauvé les meubles du côté de George Russell, comme il sait bien le faire. Cinquième position, c'était un bon résultat malgré les circonstances. Oui, effectivement. Et c'est ça qui est bon de Russell, c'est qu'il est capable d'extraire le maximum, un peu à l'image de Verstappen. Bon, Verstappen est quand même, on peut se le dire, on ne se le cachera pas d'une petite coche au-dessus. Mais Non, quand on non. regarde Russell, de voir ce qu'il est capable de faire, d'amener sa monoplace à un niveau que parfois on pourrait ne pas s'attendre ou être un petit peu plus en recul, ben c'est là qu'on voit que l'expérience que George Russell a acquis depuis quelques saisons qu'il est là chez Mercedes, mais ça pèse dans la balance et c'est là qu'on se dit que Russell, il est toujours pas de contrat par la suite. George Russell, hein, il est toujours en négociation avec Ouais. Mercedes. Donc ça, c'est à prendre en considération. Il prouve son point pour dire, écoutez, je suis encore là, je fais le travail. Toto Wolff l'a bien mentionné. Donc, il le sait, il fait le plus qu'il peut et encore là, si le meilleur temps qu'il pouvait faire, c'est une cinquième place, ben voilà, cinquième position pour Russell sur la grille de départ. Donc, parfait pour lui, tant mieux. Il reste à savoir ce qu'il allait pouvoir faire au courant de l'épreuve. On se rappelle que Russell, lorsqu'il était chez Williams, nous habituait à faire ça aussi. Ouais. À positionner sa voiture peut-être une, deux positions de plus que ce elle devrait être réellement, là, d'aller chercher justement le maximum, aller chercher, trouver la limite de sa monoplace pour être capable de gagner des positions de plus. Puis ça, c'est important. Surtout que lorsque tu te bats là, à l'avant, c'est pas évident, les adversaires sont redoutables. Il y a des bonnes voitures, des bons pilotes. Réussis toujours vraiment à faire le maximum. Et c'est drôle que tu le compares à Verstappen parce que les deux noms sont souvent dans les mêmes phrases. Si c'est pas pour un conflit en piste, ben c'est dans les négociations de contrat. George Russell qui a mis de la pression au cours du week-end en ramenant le fait que Mercedes attend supposément Verstappen du côté de Toto Wolff a semblé un peu irrité par ces propos-là, mais ça continue de faire couler de l'encre là, puis de faire jaser. J'ai bien aimé la réponse d'Helmut Marko qui a dit, il est allé bien simple de dire, George il parle trop. Là, tu sais, George, il a une grande bouche. Fait que, en tout cas, c'était très drôle de voir la réponse de Dr. Marco. Ben, on a vu que ça a dérangé bien du monde. Puis je pense que c'était la décision de George Russell de vouloir justement ramener. Il trouve peut-être que c'était pas assez dans l'actualité le fait qu'il n'a toujours pas de contrat. Il arrivait d'une victoire à Montréal, donc c'était le bon moment là, d'accentuer la pression un peu du côté de Mercedes. Un qui se devait de faire des bons résultats à un certain moment, bien, c'est Liam Lawson. Liam Lawson, là, que Mhm, je regardais, là, des fois, on est sévère avec lui quand même. Je sais que c'est un pilote que t'aimes beaucoup. mhm, Puis t'as raison aussi, c'est un pilote qui a un bon style, il semble perdu là, tu sais, là, mais là je trouve qu'il commence à retrouver ses sens dans la voiture. Peut-être été un peu, ben c'est sûr que la confiance a été affectée, mais aussi mhm. ses repères, son style de conduite, est-ce qu'il l'avait modifié, même s'il n'a pas été là longtemps chez Red Bull là, pour être tout déboussolé, mais quand même on commence à se remettre en place. Mais ce que je regardais, une statistique là, son 21e Grand Prix. Il n'y a même pas une saison complète, Lawson, encore en F1. Là. Tu sais, des fois, même moi, j'ai tendance à le traiter un peu comme un vétéran, puis ben, pas comme un vétéran, mais je veux dire, apprendre comme s'il était à sa troisième saison. Mais oui, c'est la troisième année qu'on le voit, mais il n'y a pas trois saisons Ouais. d'expérience, là. Ça avait commencé à Zandvoort en remplacement de Daniel Ricciardo. Après ça, il arrive chez Red Bull. Tu sais, on le ramène l'année d'après chez Racing Bulls. Après ça, tu sais, on l'a vu sur trois saisons, sauf quand on fait Ouais, qu'on quand on cumule comptabilise. tout ça, ouais. Ben, c'est ça, c'est pas, il y a même pas une saison d'expérience Non, exact. encore. Fait que, en regardant les chiffres tantôt, j'ai fait, faut quand même regarder ça le remettre en perspective. J'ai tendance, moi aussi, à être un peu sévère des fois, puis à attendre qu'il y ait des résultats. Tu sais, il y en a d'autres, là, des Jack Doohan qui ont eu 5 courses en F1, puis des Nick DeVries trouveraient que 21 c'est du luxe, puis ils diraient que c'est pas mal un Mhm. vétéran. Là. Il aurait aimé ça avoir ça, eux autres aussi. Faut quand même le prendre en perspective, là, que une sixième place en Autriche, je pense que ça va lui faire du bien, puis de se rappeler que c'est juste sa première saison au bout du compte. Oui, effectivement, sixième chrono, donc c'est sa meilleure qualification en carrière, Liam Lawson. Et lui qui était le meilleur pilote du giron Red Bull ce samedi, mine de rien. Ça, c'est quand même assez incroyable. Bon,
on s'entend que on l'avait parlé, Martin, qu'il y avait eu l'incident de Gasly. Peut-être que Verstappen se serait qualifié plus haut logiquement, mais quand même, rien à lui enlever là, à Liam Lawson. Une très belle séance qualificative. Il en avait besoin. Bravo à lui. Comme je dis, c'est un pilote euh, qui avait besoin d'un bon résultat pour se relancer. Il y avait eu Monaco. Monaco, c'était bien, oui. Ça reste quand même que c'est un circuit atypique. Par contre, on a vu à Montréal, la qualification, ça a été catastrophique. C'était Oui. avant-dernier. Euh, il se devait de vraiment de se relancer et l'Autriche est un circuit qu'il connaît bien. Donc, il a réussi à se remettre sur les rails parce que faut pas oublier qu'il y a un jeune pilote en Formule 2, Arvid Lindblad, qui a les dents longues, qui est très apprécié du management de Red Bull. Donc, à faire attention. Isaac Hadjar, pas trop inquiet pour lui. Mais du côté de Lawson, ça peut sentir la soupe tiède, là. Donc, faire attention. Ce qu'il fallait qu'il fasse, il l'a fait. Bravo. Ben, notamment, Lindblad qui va faire ses débuts en EL1 au circuit de Silverstone la Mhm. semaine prochaine. Donc, la pression est peut-être grande lorsqu'il est en F2, mais là, on va vraiment le voir dans une Formule 1. On n'a pas encore la confirmation. Je sais pas si tu as eu de ton côté s'il allait essayer, s'il allait être dans une voiture Red Bull ou dans une Racing Bull lors de la première séance. J'aimerais mieux le voir dans une Racing Bull. Je pense que suivre Ça les serait mieux. étapes, là. Ouais, Ça c'est serait ça, mieux. sur les étapes. En même temps, si on a le projet de l'emmener rapidement dans une Red Bull, peut-être qu'on fera pas comme avec le Tsunoda, attendre plus de 100 Grands Prix avant de lui laisser un essai dans la grande Mhm. voiture. Sauf en tout cas, je pense qu'il faut suivre toutes les choses, suivre leur cours. Mais on va quand même l'avoir dans les paddocks la semaine prochaine. Donc, que le fait que Lawson a eu un bon résultat comme ça, ben, ça peut aider à sa confiance personnelle aussi, là, de peut-être moins succomber à la pression là, des prochaines semaines lorsque Lindblad sera là et qu'il sera découvert au grand jour aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui suit la F2. Nous, on en parle bien sûr aux auditeurs. Et il y a des gens de plus en plus qui commencent à avoir une couverture médiatique autour d'Arvid Lindblad. Mais de le Mhm. voir dans une voiture en F1, ben là, ça va vraiment être sa première fois sous les réflecteurs. Donc, après ça, il y a peut-être des gens qui vont avoir plus un coup d'œil du talent qu'il a, le jeune homme, puis après ça, des comparaisons entre qui fait bien le travail ou qui le fait un peu moins, ou la place à qui il devrait prendre. Ben, c'est sûr que le nom de Lawson pourrait se retrouver souvent dans la même phrase que celui de Lindblad. Là. Lawson, comme tu dis, c'est un bon résultat. Sixième en Autriche, un circuit qu'il connaît bien. Il se devait, là, comme on disait, de faire quelque chose de bien. Monaco, ça avait bien été, mais après ça, il doit coller des fins de semaine comme ça. Et j'ai déjà hâte de voir à Silverstone ce qu'il va être capable de faire et s'il est capable de bâtir là-dessus. Un qui va pouvoir bâtir sur son week-end en l'ensemble, mais ça a très bien commencé vendredi. J'en avais parlé avec François lorsqu'on fait nos prédictions là, pour Label A, qui risque de faire la coupure ou qui la fera pas, la surprise du week-end. J'avais été tenté d'aller vers Stack puis de dire peut-être une Stack dans le top 10, donc en Q3. Puis là, finalement, François m'a convaincu d'y aller avec une Aston Martin. Puis on a décidé d'aller avec Lance Stroll. Grave erreur, là. Lance Stroll qui avait connu un excellent vendredi, à l'image de Bortoleto aussi, qui avait même, du côté de Stroll, avait réussi à se glisser dans le quatrième. On le sait, là, on n'est pas fou non plus, on n'est pas naïf. On prend pas ce qui se passe le vendredi puis dire que ça va dessiner exactement tout le week-end. Là. On est conscient que c'est des essais libres. Sauf que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Lance Stroll, à moins que je me trompe, là, mais commencer un week-end du bon pied. Pas d'accrochage, pas de perte de contrôle, pas de. Tu sais, on se rappelle Monaco, des accidents, pénalité, Ouais. après ça, Montréal frappe le mur, Espagne, on se rappelle la main, la chose. Il y avait toujours quelque chose, les week-ends partent toujours tout croche, puis c'est tellement important de bâtir un momentum, même pour les bons pilotes. Là. Même un pilote comme Lando Norris, comme Oscar Piastri, tu veux commencer ton week-end du bon pied. Les programmes de simulation sont importants. Tu bâtis tout tes connaissances du circuit, de la voiture, puis après ça, tu développes ta fenêtre de performance tout au long du week-end. Si tu commences avec une voiture dans le mur, avec un bris mécanique, avec une pénalité de 10 positions sur la grille ou 2 positions, 3 positions, tu commences avec ça, ça vient nuire à ta préparation pour la fin de semaine. Donc, de voir Stroll bien faire, ben, je m'attendais à le voir bien faire le samedi aussi. Ça a été tout le contraire. Là. Ça a été une déception totale, mais pas pour Bortoleto. Bortoleto a suivi ce qu'il avait bâti le vendredi, arrive le samedi, une huitième position. Là. C'est déjà d'être en Q3. Je m'attendais peut-être, même s'il avait été dixième,
ça aurait été mission accomplie. Même si on n'avait même pas sorti pour faire une tentative, lors de la Q3, on avait préservé des pneus. Des fois, on voit ça, là, on arrive en Q3 puis on sait qu'on ne pourra pas vraiment améliorer, fait qu'on se contente d'une 10e place, mais on garde un train de pneus. On a décidé d'aller en piste quand même du côté de Stack, puis d'assigner la 8e pour Bortoletto. Ça vient un peu dire ce qu'on dit depuis le début, Kevin, c'est que c'est un pilote qui fait bien depuis qu'il est Mhm. arrivé. C'est une recrue, c'est le champion de Formule 2, faut le rappeler quand même, champion de Oui, l'année dernière. Puis, des fois, c'est juste que la voiture lui permet pas. Là, on apporte des améliorations au circuit. Stack met les efforts. On a Jonathan Whitley qui est là, qui fait un très, très bon travail aussi. Puis après ça, Mattia Binotto aussi, là, qu'il faut quand même oui. saluer là-dessus, qui est au-dessus de Jonathan Whitley. On fait les efforts, là. On le voit qu'il y a un changement de direction. Ça commence à sentir Audi du côté de Stack, mais il faut que les pilotes en donnent eux autres aussi. Puis c'est motivant pour eux de voir qu'on nous apporte des améliorations, on nous donne une meilleure voiture, on le ressent lorsqu'on arrive au circuit. Mais Bortoletto, là, vraiment, je trouve que pour la première fois, on lui donne la chance de démontrer son talent, puis il l'a bien fait en fait de semaine. Effectivement, une super performance du jeune Brésilien, première Q3 pour le pilote Sauber. Et on voit que l'écurie est sur la bonne voie. Comme tu l'as mentionné, c'est vraiment très, très bien de voir cette écurie-là qui en a tellement arraché, Martin. Mhm. L'année passée, c'était atroce, c'était épouvantable. Des évolutions qui portent leurs fruits et c'est plaisant à voir. Le jeune homme, il s'améliore de week-end en week-end. Et quelque chose de bien intéressant, Martin, Bortoletto n'a jamais quitté le top 10 du vendredi en essai libre 1 jusqu'à sa séance de qualification en Q3, il était toujours dans le top 10. Donc, c'est pour dire que le pilote connaissait le circuit. Oui, mais c'est un pilote qui gagne en confiance. C'est un pilote qui a réussi à se mettre sur les rails. C'est un pilote qui a aussi un bon environnement autour de lui. C'est un pilote qui est bien entouré, qui est très apprécié aussi de son entourage, de son équipe. On dit qu'il a un très bon retour technique, qu'il a une très belle éthique de travail. C'est important pour un pilote de son âge, un pilote recru comme ça, de se sentir apprécié, valorisé. Ça booste la confiance et c'est bon pour la suite des choses. Donc, chapeau à Bortoleto. Puis en plus, son coéquipier, là, Nico Hülkenberg, 20e Mhm. dans la séance de qualification. OK, les ennuis, les problèmes, ces choses-là, mais battre ton coéquipier, c'est important. Nico Hülkenberg, c'est pas n'importe qui. Donc, non seulement tu donnes un bon rendu à ton écurie de dire les améliorations fonctionnent, je suis capable de développer là-dessus. Tu bats ton coéquipier, puis l'écart est immense, et c'est Nico Hülkenberg. Donc, c'est tout du positif. Puis, je fais une petite parenthèse avec la course, là. Tu as vu les aéropuits depuis le début de l'année? C'est Il le s'est jour et la nuit. amélioré, hein? Ah, Oui, oui. écoute, on était parmi les meilleurs en fin de semaine, là. Je devance un peu, là. On en parlera peut-être dans le bloc Mhm. de tantôt, dimanche, mais j'ai vu un aéropui à un moment donné qui était, je me rappelle pas, le 2 points quelques secondes, peut-être 2,2, 2,3 dans le code stack. J'ai vu comme, hey, ça, c'est tout, on parle de des aéropuis de 30 secondes l'année dernière avant le début de saison, là. Ouais, C'est ouais. tout un revirement de situation. On a le bon gars, là. On sait que Jonathan Whitley faisait tout un travail chez Red Bull là-dessus. Mhm. Kimi Antonelli, 9e. Dans les circonstances, c'était pas facile pour Mercedes, la chaleur, toutes ces choses-là. Lui aussi était, à moins que je me trompe, il a été gêné aussi par Gasly, par la sortie là, avec les doubles jaunes, tout ça. 9e, ben, c'est pas la fin du monde pour un jeune pilote. On faut quand même qu'on se rappelle qu'Antonelli a à peine 18 ans. Donc Mhm. 9e pour moi, j'étais bien content de le voir là. Pierre Gasly, ben, le principal concerné qu'on n'arrête pas de parler depuis le début, ben, lui était 10e à l'image de son numéro, le numéro 10 est 10e. Euh, Malgré la sortie de piste, c'est quand même une mission accomplie. Lorsque ton écurie est dernière au classement constructeur, mais que tu réussis constamment à placer ta voiture des fois dans des top 10, c'est peut-être plus le dimanche qu'il va falloir travailler du côté de l'écurie française, mais on peut pas reprocher à Pierre Gasly de pas donner le maximum puis de pas donner un rendu à son écurie, de dire, écoutez, je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire, je vais vous donner le maximum que la voiture peut me donner pour qu'on puisse avoir vraiment l'heure juste sur ce qu'on a là, dans les mains. Une chance qu'on a Pierre Gasly chez Alpine. Oui, oui. Une chance parce que sinon, je sais, je sais pas qu'est-ce que ça serait du côté de l'écurie Alpine, mais force est d'admettre que Pierre Gasly porte cette écurie-là sur ses épaules depuis le début de la saison. Vraiment, il fait un travail colossal. Il extrait le plus qu'il peut de cette voiture-là. En qualification, ça va, capable de trouver des dixièmes par-ci par-là. Mais comme tu as mentionné, Martin, en course, ben, c'est là que le bémol est, c'est là que on perd des positions et c'est là que ça brise la dynamique du week-end, malheureusement. Ouais. Puis j'ai envie de dire, il y a deux façons de voir ça. Autant je dis que Pierre Gasly, il donne des bons résultats, puis il donne peut-être leur juste à Alpine. Peut-être qu'il vient fausser la donnée aussi des fois.
Peut-être qu'il fait mieux que ce qu'on devrait faire. C'est dur à dire lorsqu'on a vraiment un écart comme ça. Je sais que on a changé son coéquipier. Tu sais, Franco Colapinto était à son cinquième Grand Prix avec Alpine. On sait qu'après 5 Grands Prix, normalement, t'es supposé tout savoir puis entendre parler, c'est le chiffre magique. 5 Grands Prix, tout va se placer. C'est soit tu perds ton volant ou tu continues. C'est le nouveau chiffre magique. C'est le chiffre de l'année 2025. Mais en tout cas, c'est sûr que Pierre Gasly, quand avec des performances comme ça, au moins il donne de l'espoir à l'usine, puis à tous les mécaniciens que si on met les bons efforts, puis on met le temps de développement aux bonnes places, ben, peut-être qu'on pourrait avoir des bons résultats d'ici la fin de la saison. Du côté de, ben, un autre qui donne le maximum, c'est Fernando Alonso. Alonso, le Mhm. 11e avec sa Aston Martin. Je sais que Stroll, c'est dur à savoir si vraiment où il en est, mais quand même Stroll, pas capable de sortir de la Q1, puis on voit encore tout le talent de Fernando Alonso qui n'a jamais été surqualifié par Lance Stroll tout au long de la saison. C'est toujours lui qui a le dessus. C'est 43 ans, le gars, puis il est encore 11e, là. C'est vraiment Ouais. quelque chose dans une voiture qui ne devrait probablement même pas sortir de la Q1, puis qui réussit quand même à faire ça. Je trouve ça assez impressionnant, encore une fois, de la part de Fernando Alonso. Du coup, ce qui était moins impressionnant, c'est les Williams en fin de semaine, là. Dès le Mhm. début Ouais. du week-end, on le voyait avec les problèmes. Malheureusement, du côté de l'écurie britannique, on a des difficultés avec les virages rapides, puis on en a là, à la fin du secteur 2, secteur 3. C'est ce qu'on a, puis c'est une problématique pour Williams. C'est pas des week-ends faciles depuis un certain temps. On avait commencé avec un bon momentum. Mais là, il va falloir régler ce problème-là. Est-ce que c'était simplement le calendrier, les configurations du circuit qui se prêtaient à nous là, dans les dernières semaines, se prêtaient mal à la voiture? C'est peut-être ça. Est-ce qu'il va falloir chercher un peu plus loin, du moins, mais il va falloir rebondir bientôt parce que là, on accumule des mauvais résultats. Puis ça, c'est pas l'idéal. Mhm. Isaac Hadjar, c'est rare qu'on le voit à l'extérieur du top 10, là, lui. Le 13e se Mhm. fait surqualifié par Liam Lawson. De mémoire, c'était seulement la deuxième fois que ça arrivait Ouais. depuis qu'ils sont ensemble. C'est ça, hein, c'était la Mhm. deuxième fois. Ouais. Mais on peut pas trop reprocher de choses au pilote franco-algérien. Déjà que j'ai été surpris de Racing Bull parce que dans la journée de vendredi, on semblait pas vraiment dans le coup. Puis finalement, samedi, on a Mhm. bien répondu. Donc, nettement, on a trouvé quelque chose là, soit lors de la troisième séance d'essai libre ou dans la nuit de vendredi à samedi. Mais je trouve qu'on s'est quand même bien replacé, contrairement à justement Williams qui semblait d'avoir des troubles le vendredi, puis ça s'est poursuivi tout au long du week-end. Du côté de Racing Bull, je trouvais que même si c'était une 13e place, du côté de Hadjar, il y avait des circonstances aussi, tout à ça, mais quand même, en soi, c'était pas une catastrophe. Franco Colapinto, 14e, ben pour lui, je pense que c'est un bon résultat. Ouais. Euh, faut pas, faut le prendre quand ça passe. C'est quand même encore un jeune. Je sais que c'est sa deuxième, on va dire, on va mettre des parenthèses, on va mettre les guillemets comme François, là, les guillemets invisibles que vous ne voyez Magique, pas. ouais. Mais quand même, Franco Colapinto, pas beaucoup d'expérience en Formule 1. Mhm. Fait des erreurs, en fait encore. Mais en tout cas, 14e position, là, lorsqu'il dérape pas puis frappe pas un mur, on va dire que c'est quand même accompli pour lui. Oliver Burman, 15e, 16e pour Lance Stroll, on le disait, là, c'est bien commencé le vendredi, mais ça s'est pas bien poursuivi. 17e pour Esteban Ocon. Et là, c'est 18e Et, pour Yuki Tsunoda. T'es et à la la gifle. main. Ah, t'es à la maison. T'arrives avec En tout cas, t'arrives devant tes partisans Red Ouais. Bull. C'est la première fois que tu vas là. Tu te fais battre par les deux Racing Bulls. Tu te fais battre par, bien sûr, Verstappen, mais ça, c'est rendu une routine, là. Mais quand même, 18e pour Yuki Tsunoda. C'est pénible de le voir dans la Mhm. voiture. T'es en train de se perdre complètement. Je sais qu'on va mettre toute la faute sur l'auto, sur ce qui se passe là, sauf que j'essaie de retrouver le bon vieux Yuki avec toute sa confiance qui dit je vais faire mes propres réglages, lâche tes réglages, puis fais du copier-coller sur ce que Max fait, puis essaie de faire tenir la voiture. Je pense que il y a plus de temps vraiment à l'étude. Là, on commence à se demander s'il va rester en F1 l'année prochaine. Parce que là, le problème, c'est que non seulement tu vas te faire larguer probablement par Red Bull, j'imagine qu'on va arriver là. Ce sera peut-être pas cette année, on va peut-être attendre la saison prochaine. Sauf que si on décide de le larguer, faut quand même que tu sois attrayant pour d'autres écuries. Il faut qu'il y ait des écuries qui se rappellent ce que tu sais faire puis qui se laissent pas Ouais. influencer par ce que tu fais présentement, là. On voit un pilote qui est désemparé, Martin, après la qualification. Il s'est dit, je peux pas croire que j'ai perdu mon talent, Mhm. que j'ai piloté, je suis là depuis 2021. J'en ai piloté des voitures, mais là, de voir ce que je fais avec cette voiture-là, il ne comprend pas. Et avec raison, il est totalement désemparé. Et quand tu regardes, tu te dis, tu te fais battre.
par les deux Haas, par les deux Alpine. Les deux Alpine mentionnés sont derniers au classement, au classement des constructeurs. C'est Et ça. là, tu te fais battre par ces deux voitures-là, en plus des deux Aston Martin, des écuries de fond de grille, quand Red Bull est quatrième au classement des constructeurs. Ouch, c'est vraiment Ouais. pas évident. Et c'est comme tu dis, Martin, à savoir s'il va rester pour l'année prochaine. Moi, personnellement, je l'avais déjà mentionné. C'est un kit ou double dans le cas de Tsunoda. Mais je pense que rendu là, on s'en va vraiment du côté du kit, là. Mais Kevin, moi, ce qui a attiré mon attention dans cette qualification-là, c'est qu'on a 6 recrues en F1. Mhm. Je regarde les 5 éliminés en Q1. Lance Stroll, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. Aucune recrue. Aucune recrue. C'est fou, là. Il y a de l'expérience là-dedans, là. J'aurais peut-être dû prendre le temps pour le plaisir de nos auditeurs, là, même le nôtre, de comptabiliser le nombre de grands prix d'expérience entre Lance Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz et Nico Hülkenberg, mais de les voir que ce sont les 5 éliminés en Q1, je trouve ça assez invraisemblable. Là. Ça a attiré mon attention de dire, hey, écoute, il y a de l'expérience là, qui débarque, ça montre à quel point que les jeunes poussent. Celui qui a résisté la coupure tout juste, c'est Oliver Berman, mais quand même, il faut le faire. Faut le Oui, faire. Il effectivement. n'y a pas un de ces gars-là d'expérience qui a réussi à aller chercher le petit dixième ou le petit centième de seconde que ça prenait pour être à ta place dans la Q2. Là. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Je dis, faut que j'en parle avec Kevin de ça parce que c'est quelque chose quand même qui montre encore à quel point qu'on a des bonnes recrues en F1 cette année, que les 6 font très très bien. Ils sont capables de tirer leur épingle du jeu. Là. Déjà, on n'est même pas rendu à la mi-saison encore. Puis ça augure bien pour eux, puis ça augure peut-être mal justement pour ces vétérans-là qui se trouvent peut-être, tu sais, puis je veux pas inclure Hülkenberg et être trop sévère avec lui là, parce que c'est rare qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Mais il y en a qu'il va falloir qu'ils fassent attention là, parce que si tu te retrouves trop souvent dans le dernier 5 là, sur Mhm. 20 là, c'est pas l'idéal là, pour avoir un volant l'année prochaine. Justement, quand on parle de quelqu'un comme Tsunoda ou avoir des contrats à long terme, les jeunes pourraient passer en avant d'eux autres assez vite. Puis tu sais, Martin, Carlos Sainz, ça fait trois éliminations consécutives en Q1. Ben oui. Ça commence à être, ça commence à être décevant, là. Oui, Il y a des oui. circonstances où on s'entend, il y a des circonstances par moment, mais quand tu regardes ça, tu te dis, oh, ouais, ça commence à être délicat, là. Surtout quand on voyait le niveau de la Williams au début de la saison, et là, quand on regarde le positionnement de Sainz, là, ouch, c'est Ben, vraiment pas évident. tu dis, oui, il y a des circonstances, tu sais, comme on se rappelle, il s'est fait bloquer là, dans un des derniers Grands Prix, sauf que tu te retrouves Mhm. quand même dans des situations comme Mhm. ça. Tu sais, à longue, Mhm. c'est comme j'ai dit tantôt, oui, Verstappen, excuse-moi, oui, Verstappen, il y a eu le drapeau jaune. Qui est venu nuire à sa qualification, sauf que c'est quand même Red Bull qui a décidé de garder juste un train de pneus de pneus, mal dire rouges, mais oui, ils sont bien rouges, mais un train de pneus à gomme tendre. Fait que c'est sûr que tu crées cette situation-là. Tu as fait ton lit, faut que tu dormes dedans après. Mais c'est un peu la même chose du côté de Saints. C'est qu'on se retrouve à des moments en piste où que ça prend absolument un tour canon pour être capable de Mhm. survivre. T'es pas capable de le faire parce que tu te fais bloquer ou qu'il arrive quoi que ce soit. Eh ben oui, tu peux te dire, ah, c'est à cause de lui que je passe pas. Sauf qu'il y a d'autres situations qui a fait que t'en es arrivé là. La même chose pour Yuki Tsunoda. Il y a toujours une bonne raison. Si c'est ça, c'est ça. Sauf que comment ça que tu te retrouves à la dernière seconde que tu dois absolument faire un temps record pour être capable de sortir pour survivre ou sinon tu passeras pas. En tout cas, c'est ce qui conclut notre bloc qualification, notre bloc du samedi. Maintenant, on peut passer à la journée de dimanche qui se déroulait sur un de nos circuits favoris, qui est pas mal unanime ici dans l'équipe du Mhm. F1 Podcast, le Red Bull Ring. Eh bien oui, c'était dimanche qu'avait lieu déjà la 11e manche du championnat 2025 de Formule 1. On a eu toute une course. J'ai Mhm. peut-être critiqué un peu la séance de qualification, mais tu m'entendras pas de critiquer la course. Tu vas m'entendre peut-être critiquer quelques écuries, quelques pilotes, mais pas le spectacle que nous avons eu. Pour ta part, Kevin, as-tu été satisfait de ton dimanche? Bien satisfait, comme pratiquement à tous les Grands Prix d'Autriche qu'on a depuis le retour, parce qu'il a été absent pendant plusieurs saisons. Il est revenu en 2014, Martin. Donc là, il est là pour un bon moment, les Grands Prix d'Autriche. Mais on n'est jamais déçu. Moi, en tout cas, de mon côté, je ne suis jamais déçu de ce Grand Prix-là. C'est vraiment une épreuve formidable. C'est
La seule affaire qui m'a déçu, c'est qu'on n'avait pas eu de sprint. Je sais pas si t'as entendu. Oui, Ouais. c'est Ouais, vrai. ben nous autres, on en a discuté ensemble, mais dans Ouais, l'épisode entre deux courses avec ouais. Pascal Loyer-Durand, il y avait Jean-Christophe Tran qui était là Mhm, l'autre semaine d'avant, puis il y avait François Goulet. Puis mhm, on parlait justement, je posais la question, le fait que c'est pas une course sprint. On n'avait pas un ouais, week-end sprint. Puis quand j'ai vu le Grand Prix dimanche, là, aussitôt que ça a commencé dans les premiers tours, je me suis dit, j'aurais donc aimé ça. Puis tu sais que je suis pas un grand fan, toi non plus, là, mhm, des week-end sprints, mais s'il y en a une place que ça m'excite d'en avoir un, c'est là. On n'en avait pas cette année. Puis après les quelques premiers tours, je me disais, ça aurait été le fun qu'on ait une course comme ça. Qu'on ait deux courses, ça aurait été plus intéressant. Mais en tout cas, on va prendre ce qu'on a eu. On va profiter de ce qu'on a. mhm, Puis ça a été très intéressant dès le départ. Tu sais, moi, j'avais mentionné au cours des dernières semaines que possiblement on avait vu à Montréal, peut-être un peu à Imola aussi, une forme peut-être on avait un peu dilué la domination de la McLaren avec les nouvelles règles sur les nouvelles réglementations, nouvelles tolérances sur l'hyper-flexibilité des ailerons mhm, avant. ouais, Je m'attendais qu'Autriche soit peut-être un bon échantillon pour ajouter à ce qu'on avait vu peut-être à Montréal, à Imola, pour tirer des conclusions de ça. Finalement, quand j'ai vu les températures, la chaleur, puis toutes ces choses-là, puis de la manière qu'on gérait nos pneus du côté de McLaren, je me dis, on va oublier ça. Je pense pas qu'on va vraiment avoir un compte rendu de ce qui se passe. Il y a aussi le fait que McLaren a apporté beaucoup d'améliorations pour un peu contrer ce problème-là, que c'est venu désaxer un peu la symbiose qu'on avait sur notre voiture. Là, on retravaille les suspensions, on a retravaillé aussi l'aileron avant. Bien sûr, on l'a refait. Donc, on a modifié quand même pas mal de choses. Puis là, tu sais, c'est dur à dire, est-ce que c'est seulement les pneus qui a fait qu'on était aussi bon en fin de semaine ou si aussi le fait qu'on a réglé le petit court instant de problème qu'on avait peut-être à s'adapter à cette nouvelle réglementation-là. Du moins, Lando Norris, ça a été un sans faute, comme il nous habitue, comme il l'a fait un peu à Monaco. J'ai trouvé qu'on avait le Lando de Monaco. Ça a été les premiers échanges vraiment entre les deux voitures McLaren où on les a vus se battre. On a eu peut-être un petit regard là-dessus à Montréal, mais ça a été coupé très très court avec la mhm, mauvaise décision de Lando. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir McLaren intéressant puis un peu effrayant aussi de voir à quel point il était dominant, qu'on était capable de gérer les pneus. On entendait le vocabulaire parmi les autres écuries là. Après peut-être seulement 10 tours, on commençait déjà à parler aux pilotes de gérer les pneus, gérer les températures, gérer ces choses-là. Pendant ce temps-là, on avait les deux voitures orange papaye qui se battaient à l'avant. mhm. Oscar Piastri était capable de rester dans le sillon de Lando Norris sans être affecté. C'est vraiment impressionnant, cette Incroyable. Ouais. voiture-là. Je sais pas si t'as entendu les commentaires de Christian Horner qui étaient assez graphiques et Mhm, drôles, là. Concernant ça, le fait que lui-même, en revenait pas de voir que les deux voitures ont pu se suivre aussi longtemps sans avoir de conséquences, là. Tout de ouais, ton côté, c'est quelque chose qui a attiré ton attention de dire, il pourra pas suivre Norris tout le long comme ça. Puis finalement, mis à part jusqu'à la première au puits, là, il était capable, là, puis il avait pas l'air ouais. affecté, là. Non, c'est ça, effectivement. J'ai toujours trouvé que Piastri se rapprochait. Il se laissait un petit peu d'espace à un moment donné pour donner un petit peu de fraîcheur, de suivre dans l'arrière de la McLaren de Norris trop près pour pas être trop perturbé. Et après ça, on se crée un petit espace. Et après ça, wow, tout de suite, quelques tours plus tard, revenait à Scott Piastri, essayait un petit quelque chose, se démontrait, voulait essayer de dire à Lando Norris, tu t'échapperas pas, mon ami, je Non, vais rester avec toi. c'est Puis ça. Norris réussissait quand même à le tenir à distance, le tenir en restant. Il y a eu des belles joutes entre les deux. C'était bon. Parfois, on a frôlé la catastrophe. Ça aurait pu être assez catastrophique, là. Mais vraiment, j'ai trouvé ça intéressant de voir que les deux pouvaient se suivre là, d'assez près, sans trop abîmer. Par contre, il y a eu l'erreur de Piastri qui aurait pu coûter cher, comme je t'ai dit, Martin. Là, au virage numéro 4, Mhm. ça a failli coûter très cher. Là. Mais à part de ça, je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti chez McLaren. Mais écoute, avec une voiture aussi performante, aussi dominante que ça, là, c'est vraiment un chapeau de la part de l'écurie. Ben, moi, j'ai trouvé que il y avait une certaine hésitation depuis le début de l'année excuse-moi, à dire le mot domination avec les Mhm. McLaren. Moi, je me gênais un peu moins parce que lorsqu'on les voit finir 30 secondes, 40 secondes à l'avant, je trouve que c'est quand même une forme de domination. Sauf qu'aujourd'hui, là, il y avait personne qui était dans le coup, là. Non, exact. Ça m'a rappelé
l'époque Rosberg-Hamilton, où ce que tu sais que la bagarre va être clairement entre ces deux-là, puis il n'y a personne d'autre qui va pouvoir les toucher si on fait bien notre travail du côté des deux Mhm. pilotes McLaren. Si on se touche pas, ou si on fait pas justement ce que Piastri a tenté au virage 4, d'être un peu trop gourmand, là, être un peu avare, Ouais. et puis de plonger à l'intérieur. Si on fait ça en bonne et due forme, on n'a pas de danger, on peut vraiment les laisser se battre, les laisser défendre, se disputer la bataille entre ces deux-là, parce que les Ferrari en arrière, là, Charles Leclerc n'était même plus dans le coup. Là, après, on peut dire quasiment après les premiers virages, c'était déjà terminé Mhm. pour les autres qui suivaient. Comme je te dis, c'est vraiment impressionnant. On recule pas si loin que ça. En 2023, rappelle-toi, Kevin, c'est là qu'on avait apporté des améliorations qui ont un peu tout changé dans le sens de McLaren, où ce qu'on s'en allait Ouais. nulle part depuis le début, depuis le passage à l'effet de sol. Puis en 2023, on avait apporté une grosse amélioration en Autriche. Puis c'est là qu'on avait Ouais. parti de l'arrière du peloton, puis on avait commencé à remonter, puis ça s'est poursuivi. Bien sûr, l'année passée, en 2024, il y avait eu l'amélioration du côté de Miami aussi qui avait donné une bonne poussée. Mais quand même, là, c'était de voir le parallèle de 2023 où ce qu'on était, puis de les voir aujourd'hui, c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment retourner une écurie de côté si on fait les bonnes choses, si on prend les bonnes décisions, si on a les bons pilotes, le bon développement, puis toutes ces choses-là. Il y a moyen de revirer une saison ou de revirer le, le- la fenêtre de performance. Donc, vraiment impressionné de tout ce qu'on a vu là. La seule chose, par exemple, faut quand même qu'il y ait du négatif, hein, on peut pas juste avoir du Mhm. positif. Moi, j'ai trouvé que il y a eu une erreur côté stratégie. Puis est-ce qu'on la donne? C'est facile de l'attribuer à Oscar Piastri puisque ce qui est arrivé, c'est que lorsque c'est venu le temps de faire les arrêts au puits, Mhm. on a dit Lando avait la priorité d'arrêter avant. Ça, c'est correct. Il était premier, c'est lui qui a eu la pole position. Tout ça, jusque-là, ça va. Lando arrête. Normalement, sur un circuit comme l'Autriche, le undercut ou De la cop, carte ouais. d'en dessous, je Mhm. sais pas, on peut l'appeler la carte d'en dessous, mais lorsque tu arrêtes au puits avant quelqu'un, tu ressors sur des gommes fraîches et tu complètes le même tour que ton adversaire est en train de compléter avec des gommes plus avantageuses. Donc, cet avantage-là que tu es capable d'aller gagner, si tu réponds pas assez vite, tu vas être pénalisé. Ouais. On l'a vu. Ça a coûté, on peut dire, on peut dire quasiment 5 secondes ou Ouais. 4 secondes et demie à Oscar Piastri parce on se tenait à peu près une demi-seconde, les deux voitures, on était capable de jouer dans cet écart-là. Puis après ça, Oscar Piastri a décidé de pas répondre tout de suite à l'air au puits de Lando Norris, de rester en piste, de profiter de l'air propre. Peut-être qu'il en avait besoin aussi. Ça faisait longtemps qu'il roulait derrière la voiture de Lando Norris. Sauf que cette décision-là qu'on a donnée à Oscar, j'ai trouvé ça bizarre, là, qu'on lui dit ah, est-ce que tu as mieux arrêter plus tard ou arrêter tout de suite ou quand on lui a donné cette décision-là, on devrait la prendre pour lui. C'est l'ingénieur qui a cette réponse-là. C'est le côté stratégique qui devrait savoir ça. En plus, Lando venait de faire McLaren venait de faire une mauvaise arrêt au puits sur Lando En Norris. plus, Donc on ouais. avait, tu t'en rappelles, là, on est allé dans le 3 Ouais. points quelques, là. Mhm. Donc ça ouvrait la porte. Fallait répondre tout de suite. Si ça avait été j'ai de la misère à croire que, admettons, on se battait contre Verstappen, OK? Puis Red Bull avait arrêté avant. Je pense pas qu'on aurait laissé Oscar Piastri en piste. Je pense qu'on l'aurait rentré tout de Mhm. suite pour répondre à Verstappen. Puis en Ouais. plus, l'autre chose, c'est que si on avait vu Red Bull, ou si on avait eu l'idée de dire, oh non, on va rester en piste, on va profiter de l'air propre, on avait vu Red Bull cafouiller dans l'arrêt au puits, avoir de la misère avec la roue gauche, on aurait sauté là-dessus aussi, on aurait profité de ça. Sauf que là, parce que c'était à l'interne ou quelqu'un a manqué ça, on a décidé de donner la décision à Oscar Piastri. Ce qui me force à dire, OK? Puis là, je veux pas partir des théories de complot, puis je veux pas lancer des rumeurs puis des affaires comme ça. Sauf que je veux quand même poser la question parce que je me l'ai demandé. Ça a pas fait l'affaire un peu de McLaren de les séparer. Surtout De après ce pas qu'on... risquer quelque chose, ouais. De pas risquer Ouais, une situation plus gravissime. c'est ça, parce que là, il venait d'arriver la situation au virage 4. Puis là, Mhm. on le sait, on le sait, là, je l'ai dit, on est dans une classe à part, il n'y a pas de danger à Mhm. l'arrière. Puis là, de faire un peu, justement, créer un écart de 4 secondes, 5 secondes qui est insurmontable, parce qu'on les avait, les statistiques. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a personne dans son ordinateur qui savait que garder Piastri en piste pendant tout ce temps-là, malgré que Lando avait eu un mauvais arrêt au puits, qu'au bout de la ligne, ça ne viendrait pas créer cet écart-là, que ça pourrait être bénéfique pour Oscar Piastri. Ouais. J'ai bien de misère à croire qu'un programme informatique, autant qu'on est avancé là, en F1, qu'on a tout ça, qu'il y ait quelqu'un qui voyait qu'il y avait un avantage à aller gagner dans cette stratégie-là. Moi, j'ai beaucoup discuté à croire ça, mais comme je dis, je ne veux pas créer de complot, mais je veux dire que des Mhm. fois, une erreur ou une mauvaise décision peut avoir joué en faveur de ce que McLaren, dans le fond, dans le sens que ça a fait notre affaire. Tu sais, je Ouais, sais c'est pas ça. si tu le vois comme ça, là.
Ben, écoute, ce que j'ai été surpris également comme toi, Martin, et surtout après le freinage, le gros freinage de Piastri qui a bloqué les roues, qui a causé un méplat sur les pneus. Tom Stallard, son ingénieur, a dit, oh, Mhm. on voit pas trop de dommages, on peut dire, sur l'effet de la voiture et tout. J'ai, j'ai trouvé ça quand même assez étrange de me dire que, ah ouais, OK, on fait un gros freinage, on arrive à 300 km/h, bon freinage au 4, tu Ouais. crées un méplat sur le pneu, et là, moi j'ai comme sursauté un peu. OK, ben écoutez, c'est eux autres qui le savent, c'est eux autres qui ont les données télémétriques et tout, et Puis surtout Oscar sur un disait pas circuit. ça, hein? Ben, Oscar lui disait qu'il souffrait beaucoup, là. Il devait ouais, sentir la vibration, là. C'est comme quand exact, quelqu'un a de la neige dans un pneu en hiver, là. ouais, exactement. Puis là, l'undercut qui est très important, comme tu l'as mentionné, en Autriche, sur un circuit aussi petit. Je me suis dit, OK, il doit avoir une raison, comme tu l'as mentionné, Martin, et je pense qu'on voulait peut-être calmer le jeu parce que Piastri revenait fort. Il est revenu aussi très fort en fin d'épreuve. Donc, pour dire que le pilote était peut-être pas à son maximum en qualification. Par contre, en rythme de course, il était dangereux, Piastri. Il était dangereux et je pense qu'on voulait calmer le jeu probablement du côté de McLaren. C'est ça. Comme je te dis, on n'est pas très loin, et je veux pas partir le complot, sauf que je Mm. trouvais qu'il y avait bien du sens dans ce côté-là. Je me dis, je suis pas sûr que le résultat nous fait pas notre affaire de du ballon. On a créé un coussin de 4-5 secondes parce que ça s'en allait être une course excessivement stressante pour les gens de McLaren. Tu sais, Zach Brown n'était pas là pendant le week-end, là, mais il devait être quelque part en train de taper du pied puis mâcher de la gomme ou peut-être même s'allumer un paquet de cigarettes, là, parce que il y avait du stress, là, pas à peu près. Puis après ça, tu avais Andreas Stella sur... Fait que lorsqu'on a pris cette décision-là, puis comme je dis, j'ai énormément de difficulté à croire tu sais, on le sait, là, nous autres en Autriche, circuit court, il n'y a pas de grandes statistiques qui montrent que rester en piste, ça va être avantageux. En tout cas, Mhm. du moins, c'est le seul bémol. Je pense qu'on a été privé d'un spectacle. Tout le monde félicitait McLaren après ça, là, les journalistes, la presse britannique, tout le monde. Bravo de nous avoir donné un spectacle. Moi, je suis là comme, oui, ben, d'après moi, ils nous ont peut-être enlevé un spectacle aussi. Mhm. Puis, c'est ce qui est étrange, c'est qu'après ça, justement, quand que Piastri a regagné la piste, ben, c'est là qu'on a pris le message pour lui dire, hey, en passant ce que tu as fait au virage 4, on n'aime pas ça. Tu sais. Fait que c'est comme nous confirmer ma pensée de dire qu'il y a quelque chose qui nous a vraiment dérangé. On a donné l'avertissement en bonne et due forme, mais on a peut-être pris des précautions pour justement que ça se reproduise pas, ça se reproduise plus. Autre situation aussi qui est venue bouleverser le Grand Prix. euh, je vais en venir à Charles Leclerc qui a terminé troisième. C'est quand même un beau podium pour Ferrari. On a apporté Mhm. des améliorations, toutes ces choses-là. Sauf que vu que ça s'est passé au début, je veux pas le manquer. C'est quand même gros là. C'est Max Verstappen qui se fait sortir. C'est quand même le troisième au championnat. C'est le champion en titre qui arrive à un résultat au pire moment. Lorsque tu as vu une McLaren sortir à Montréal, tu veux pas avoir le résultat d'avoir 0 point. C'était pas l'idéal de partir septième, sauf que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que Max termine septième, encore moins qu'il ne termine pas la course. Il brise une séquence de 31 Grands Prix consécutifs à marquer des points. Donc, c'est très, très rare qu'on le voit là. C'est une erreur de Kimi Antonelli. Il l'a avoué, Kimi Antonelli, qui a bloqué les roues. Après ça, n'a pas été capable de freiner. Finalement, c'est l'effet boule de bowling hein, qui s'en est suivi. Antonelli aussi, c'est donc précisé pour les gens qui n'ont pas eu la nouvelle, a quand même été pénalisé. Ça, je l'attendais. J'avais hâte Mhm. de voir la réaction face à ça. Donc, on n'a pas été de main morte. Là. 3 places sur la grille à Silverstone. Donc, le prochain Grand Prix, il aura 3 places de pénalité sur la grille et on lui a enlevé 2 points sur son permis. Quand même bousillé la course d'un adversaire, n'était pas en contrôle dans un virage. C'est des choses qui arrivent. J'ai surtout aimé la réaction de Max Verstappen. Ouais. Il y a des gens qui ont dit, ah, penses-tu qu'il y aurait eu la même réaction si ça avait été George Russell? Ben non, évidemment, il n'y aurait pas eu la même réaction puisque George Russell n'est pas à sa première saison en Formule 1. Il n'en est pas à son 11e Grand Prix en carrière. Donc, j'imagine que la réaction aurait peut-être été différente et avec raison. Max a quand même mentionné, on a tous fait ces erreurs-là, ça arrive, puis tout ça. C'était quand même le deuxième contact entre les deux déjà. Hein. On se rappellera dans la ligne des puits là, Mhm. à Miami. Mais on sait qu'il y a un bon respect entre les deux. Kimi aime beaucoup Mhm. Max, s'entendent bien, sont des amis. Du moins, c'est ce que ça laisse croire là, quand on les voit discuter ensemble, qu'ils peuvent avoir une certaine amitié qui est en train de se créer là. Mais tout de suite, Antonelli, bonne réaction, d'aller s'excuser. Ouais. Verstappen aussi a dit un mauvais mot à la radio, mais savait peut-être pas que c'était Antonelli, puis c'est quand même sur l'effet de l'émotion. Moi, tu aimé la réaction Mhm. de Verstappen quand même? Ouais, ben ça prouve que le pilote, malgré qu'on s'entend que Verstappen a quand même c'est un comportement Compétitif. de racer Mhm. compétitif et tout. Mhm. Ben écoute, ça prouve que ça reste un humain pareil et qu'il peut faire preuve d'empathie aussi, de dire ah, ok bon, gars, c'est comme ça, t'es jeune, c'est le métier qui rentre, c'est comme ça. Virage 3.
c'est pas la première fois que ça arrive à ce virage-là. C'est un virage qui est propice à ce type d'accident-là. On l'a vu au courant de l'histoire, là, c'est monnaie courante, là, malheureusement. Et puis, en fait, tu avais mentionné la statistique de Verstappen, et c'est une fin de série aussi pour Red Bull après 77 Grands Prix dans Wow. les points. Wow. C'est la deuxième plus grande série juste après Ferrari. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir ce que réussi à faire Red Bull avec toutes ces années de réussir à aller chercher des points consécutivement. Donc, mais quand même, dommage parce que qu'est-ce qu'aurait pu faire Max à Spielberg? Malheureusement, on ne saura jamais, mais moi, j'ai pas dit que Verstappen allait être top 5, mais je me suis dit peut-être sixième. Il semblait avoir peut-être de la misère, la Red Bull en fin de semaine, mais je me suis dit peut-être sixième, ça pourrait être le maximum. Encore, on ne le saura jamais, mais bon, Mais c'est comme ça. je te dirais, oui, c'est dommage pour Verstappen, mais je pense que ça fait drôle à dire. Je pense que Ferrari était déçu. Euh, c'est très drôle ce que je veux dire. Le monde dit de quoi tu parles, là? Mais je pense qu'on aurait aimé ça, être capable de mesurer aussi la Ferrari. Parce que là, on était un peu au milieu de nulle part. On savait qu'on avait on avait un avantage sur Mercedes à cause de la Mhm. température. On a vu Ouais. Lewis aussi être capable de résister aux attaques de George Russell et toutes ces choses-là. Mhm. Sauf d'avoir un Verstappen entre Leclerc et Hamilton, ça nous aurait peut-être donné une meilleure lecture de l'amélioration qu'on a apportée. Qu'est-ce que ça l'a vraiment donné? Parce que physiquement, les pilotes ont ressenti quelque chose de positif. Par contre, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le cas de la Scuderia aussi. C'est un message radio. L'ingénieur de Charles Leclerc a demandé quasiment dans les débuts, là, pendant qu'on voyait les McLaren pousser comme des fous, pas de problème de chaleur, rien. Mhm. T'as entendu le fameux terme lift and coast. Pour les Ouais. gens qui ne savent pas c'est quoi lift and coast, c'est un vocabulaire qui est très connu en Formule 1 ou en course automobile. C'est qu'on demande de lever le pied et de laisser aller la voiture, non seulement pour ménager les freins, ménager du gaz. Il y a plein d'avantages stratégiques que tu peux faire à ça. Sauf que c'est pas la meilleure stratégie à prendre si tu veux aller rechercher des adversaires à l'avant ou rejoindre quelqu'un. Donc, lorsque tu sais que les Ferrari, on leur demandait de lever le pied dès le début de l'épreuve pour ménager quelque chose, qu'est-ce qu'on voulait ménager du côté de Ferrari? Ben, tu vas être surpris, Kevin, d'apprendre, si tu ne le sais pas déjà, c'est le fond, la Le barre de fond, ouais. titanium. Ouais. On trouvait qu'on frottait trop à terre, donc on avait une lecture qui montrait que la voiture était peut-être encore trop basse. Donc c'est pour ça qu'on Hmm. on a peut-être pas tout réglé nos problèmes du côté de Ferrari, là, ce fameux problème-là que j'expliquais dans le premier bloc, que j'ai Mhm. expliqué vendredi, toutes ces Mhm. choses-là qui continuent de perdurer, qu'on veut corriger. Mais là, on avait une crainte de disqualification. On trouvait que la voiture frottait beaucoup à terre. Pendant ce temps-là, on regardait celle de Norris, qui était probablement celle qui frottait le plus. Puis on n'avait pas l'air d'avoir cette même crainte-là du côté de McLaren. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir c'est quoi les voitures qui ont été inspectées à la fin du week-end. À l'heure où on se parle, il n'y en aura pas de disqualification. On est à jour, là. Il y aura rien qui va sortir, là. Tout le monde est en bonne et due forme. Toutes les voitures qui ont été inspectées respectaient les normes. On les inspecte pas toutes. Sauf que lorsque je regarde la crainte qu'on avait du côté de Ferrari, du côté de Lando Norris qui semblait frotter beaucoup plus, mais quand même. Fait que ça montre que j'aurais trouvé ça intéressant de voir la Red Bull parmi tout ça, parce que si on Mhm. demande au Ferrari de lever le pied, s'il y en a un qui lève jamais le pied, ben c'est bien Max Verstappen. Donc j'aurais aimé ça les voir se mesurer. Je sais pas pour toi là, si tu trouves ça un peu étrange qu'on demande ça si tôt dans l'épreuve du côté de Ferrari? À moins qu'il y aurait une problématique majeure, Hmm. mettons, probablement au niveau des freins et tout, et on se dit, OK, conserve tes freins et tout. Et c'est aussi, Martin, si ma mémoire est bonne, le circuit était quand même assez abrasif. Donc, tu sais, avec la planche, là, en titanium, ben, c'est sûr qu'on voulait pas une dégradation, là, plus problématique. On a déjà mangé la claque avec la FIA, avec la disqualification, comme on avait mentionné. Donc, on s'est dit, on va pas risquer une autre disqualification, donc allons-y de ce sens-là. On savait que on allait avoir un avantage par rapport aux Mercedes en situation de course avec la chaleur notamment. Verstappen n'est plus là. Donc, et Antonelli également. Donc là, quand on regardait ça, 3 et 4, essayons d'assurer le meilleur résultat possible pour réussir à terminer devant les Mercedes. Déjà qu'il y en avait une qui était plus là, comme on l'a mentionné. Mais là, c'est une lutte qui est très chaude, là. Ferrari-Mercedes, là, il y a un point de différence entre les Oui. deux. Donc là, c'est vraiment, c'est une lutte pour la seconde place parce qu'on va s'entendre, McLaren, c'est loin devant. Donc, c'est la lutte pour la place de vice-champion. C'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que Ferrari, on a décidé de se dire, allez-y comme ça, là, mais faites attention. Faites attention exactement.
Ouais. Puis lorsqu'on regarde, ben, ça se traduit aussi à Hamilton qui était à 10 secondes de son coéquipier. C'est pas l'idéal. Les Ferrari terminent Mhm. on donnait approximativement un arrêt au puits gratuit au McLaren à l'avant, là, tellement que lorsqu'on se tient à 20 secondes, c'est à peu près ce que ça coûtait arrêter au puits. C'est pas l'idéal entre la troisième et la deuxième place. Lorsque les deux voitures à l'avant ont un arrêt au puits gratuit, c'est pas l'idéal. Ensuite, George Russell, ben, lui, il termine cinquième derrière son ancien coéquipier Hamilton. A bien essayé au départ de le dépasser, mais il n'y avait rien à Ouais. faire. Encore là, on sauve les meubles du côté de Russell. On s'attendait pas à grand-chose au cours du week-end. Tu sais, c'est drôle, hein, des fois, on regarde là, c'est comme dans tous les sports. Les statistiques ou les pointages ne vont jamais donner vraiment une image de ce que le match a pu avoir de l'air. Tu regardes la qualification, puis tu regardes la course, puis tu dis, bah, ça ne va pas être très intéressant comme course parce que c'est quasiment le même classement que les qualifs. Sauf que c'est tout le contraire. On a déjà vu ça Ouais. au cours de la saison où ce qu'on a pris exactement les statistiques des qualifs puis de la course, puis c'était la même affaire, puis c'était pas très intéressant. Mais là, la course a été très intéressante malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements de position. Mais quand même, du côté de Mercedes, Russell conserve sa position cinquième. Liam Lawson disait une grande séance de qualification, ce qui était capable de conserver ses places, marquer des points. Il a agi en tant que pilote numéro 2 Red Bull, c'est-à-dire que Ouais. Verstappen tombe en qualification, tombe au combat en course, quelqu'un doit se lever. Liam Lawson le fait. Il a failli se mériter le pilote d'écart là, de la journée tellement qu'il a bien fait. Donc, sixième, Liam Lawson. C'est une drôle de statistique aussi du côté des Néo-Zélandais. Là. Ça faisait 49 ans qu'on n'avait pas eu un pilote qui avait le meilleur, tu sais, le meilleur classement. Là, c'était Chris Amen. Ouais, Chris Amon, en Ouais. 1976 au Grand Prix d'Espagne. C'est lui qui avait, la dernière fois qu'il avait terminé cinquième, donc c'est le plus beau résultat qu'on a eu depuis ce temps-là. Mais quand même, Lawson, je pense qu'il s'en fout pas mal de cette stat-là. C'est juste d'avoir son meilleur résultat en carrière et de montrer qu'il n'a pas tout perdu ses repères. Donc, bon résultat. Fernando Alonso, septième aussi, Ouais. c'est une belle position. Alonso a résisté aux attaques de son poulain, son Mhm. pilote, Ouais. Gabriel Bortoleto. C'était beau de les voir se battre à la fin, utiliser tout ce qu'il pouvait. Puis Fernando Alonso, j'ai trouvé ça drôle. Ça vient aussi donner beaucoup de mérite à Liam Lawson, c'est qu'il a résisté 71 tours de Fernando Alonso dans les rétroviseurs. Mhm. C'est pas facile. Un Non. long relais de 32 tours en médium, si je me trompe pas, Martin, 38 Oui. tours en dur. Bravo. Bravo. Ah Bravo, ouais. faut le faire avec, comme tu dis, un vétéran qui abandonne jamais, qui a toujours le couteau entre les dents, que tu sais qu'à la moindre erreur, il va saisir l'opportunité, il te laissera aucune chance. Et Lawson n'a jamais bronché. C'est un pilote qui est quand même assez dur à rivaliser en roue contre roue. C'est un pilote qui est assez agressif, parfois des fois Oui. trop, On l'a vu sur mais quand même. Hamilton, hein? Oui, Oui, c'est là que effectivement. je suis venu proche de t'envoyer un texte parce que je disais, ça, c'est le bon vieux Lawson que t'aimes, ça. Mhm. Ouais, On le voit, la confiance, il a forcé, c'était pas sale, il a vraiment juste forcé Hamilton de dire, t'as une voiture plus rapide, tu vas me dépasser, mais tu vas travailler pour. Puis on a mhm, vu, Lewis a failli mis une roue dans le gazon, là, pour être capable de mhm. faire ce dépassement-là. Puis pour ajouter à ce qu'on disait, là, Fernando Alonso a eu le DRS derrière Lawson pendant comme 61 tours. Fait que Ouais, non seulement tu as Fernando Alonso dans tes rétroviseurs, mais tu vois constamment son aileron à trois reprises sur le circuit, son aileron ouvrir à l'arrière puis venir. On sait que le DRS est très puissant là, sur ce circuit-là. ouais. Puis c'est drôle, Fernando, lui, il disait, ah, mon but, c'était pas de le dépasser. Je savais que j'étais pas plus rapide que lui, fait que je voulais juste garder le DRS pour protéger ma septième position tout le long. Encore là, comment ne pas aimer un pilote comme Fernando Alonso qui réfléchit constamment dans sa voiture de se dire. Puis Liam Lawson, lui, c'est drôle, lui, il se disait, ah, il veut sûrement juste que j'y donne le DRS, mais d'après moi, il est plus vite que moi. Mais ils ont comme, c'est quasiment une entente qui se sont faites, mais quand même, il y avait la pression toujours pour pas faire une erreur. Puis Alonso, lui, c'était toujours de rester dans la seconde pour garder le DRS, garder le DRS, garder le DRS, pas trop interférer sur ses pneus, pas trop faire chauffer la mécanique, toutes ces choses-là, garder la bonne distance, mais toujours conserver ce DRS-là pour répondre aux attaques. Aux attaques de qui? Aux attaques de Gabriel Bortoleto dans une stack Sauber. Qui aurait cru ça, là, il y a pas plus tard qu'un mois, de dire que on se bat dans une position pour la septième place, puis Fernando Alonso est obligé de garder le DRS parce qu'il a peur de se faire dépasser par une stack Sauber. C'est invraisemblable, là, comme scénario. Là. Un gros revirement de situation. Et Hum. en plus, Martin, pas une stack Sauber dans les points, Deux. deux. Deux stacks Sauber. Fait que Ça, c'est quoi? vraiment, Fait que ça, bravo. ben oui, exactement. Puis ça donne que le pilote d'écœur, on aurait pu lui donner là, euh,
sais, les auditeurs qui nous écoutent, là, ou les auditeurs qui nous écoutent, ça fait drôle à dire. Mais en tout cas, n'importe qui écoute vont dire, ah, mais moi, je l'aurais donné à lui, j'aurais donné à lui, mais c'est la preuve qu'on a eu un bon Grand Prix parce que il y a plusieurs pilotes qui auraient pu se mériter le titre de pilote d'écart. C'est un pilote. Pourquoi qu'on donne le titre d'écart pour les gens qui n'ont jamais entendu ça? Mais l'écart incorporé aide des milliers de Québécois à passer à l'autre niveau avec leurs escaliers de conception professionnelle, sécuritaire. En plus, ils sont belles en maudit, leurs escaliers. Mais tout ça fait que euh, on donne le titre d'écart au pilote qui a élevé son niveau. Stack apporte des améliorations. Gabriel Bortoleto, on le dit, c'est un champion de Formule 2. Vendredi a bien parti, a eu des bonnes séances de qualification, arrive en course. Il y a une opportunité devant lui qui se présente de marquer des points. Ben, il a fait une course irréprochable. Très, Mhm. très bon coup de volant. On a eu plusieurs fois, on l'a vu à la télévision avec des vues de l'intérieur, puis on voit à quel point il est bon, Gabriel Bortoleto. Je trouvais ça dommage que depuis le début de la saison, on n'avait pas eu la chance, pour les gens qui le connaissent moins, là, d'avoir la chance de voir le talent de Bortoleto, du pilote brésilien, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. On a vu Mhm. qu'il est, c'est pas un champion pour rien. Très, très bien fait. Donc, huitième, neuvième pour les Stacks Sauber. On apporte des améliorations. Jonathan Whitley, on le dit, l'équipe Mattia Binotto. Donc, vraiment, on est vraiment sur une pente. On est en train de vraiment développer quelque chose. Esteban Ocon qui arrive dixième. Il était dans les cinq derniers. Pilote Mhm. éliminé en Q1. Même chose pour Hülkenberg qui partait dernier. Là. Tu sais, encore là, quand on dit que ben, les pilotes auraient pu avoir le Dakar ou même le pilote du jour, Hülkenberg partir dernier, terminer d'un point. Neuvième en plus, une très belle statistique. Mhm. Esteban Ocon aussi qui remonte, termine dixième pour Haas. Oliver Burman, onzième. Ouais. C'est tous des bons résultats là, lorsqu'on voit les circonstances. Bien sûr, il y a eu des éliminations. Lorsque tu sors une Mercedes puis une Red Bull, ça ouvre la porte. Sauf qu'on l'a déjà dit souvent, Kevin, lorsqu'il y a des points, des opportunités, faut être capable de les ramasser. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, effectivement. Et c'est là qu'on voit que le talent, oui, il y a le talent, bien évidemment, Martin, mais la gestion de gomme d'Esteban Ocon. Oui. Moi, personnellement, je trouve que c'est un pilote, à mon avis, c'est vraiment très personnel, c'est un pilote, je trouve, qui passe sous le radar trop souvent. Mhm. Pas parce qu'il y a pas de talent ou moins talentueux que les autres. Je trouve que c'est un pilote qui fait pas beaucoup de vagues, à part quand il s'accroche avec ses coéquipiers. Mais là, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé cette saison. Et Ocon vraiment réussit à faire en sorte que Haas se positionne septième, je crois, en ce moment, du championnat des constructeurs, si je ne m'abuse. Oui, Mais exactement. vraiment, Ocon porte cette écurie-là sur ses épaules. Berman aussi fait des très bonnes performances. Faut pas négliger ça non plus. Mais Ocon, vraiment, c'est formidable ce qu'il a réussi à faire. Toujours en train d'extraire en course le maximum de ce que sa voiture peut lui permettre d'offrir. Souvent, on étire souvent les relais du côté de Haas, puis on a une bonne voiture en situation de course. Donc, c'est tant mieux, il a réussi à le faire et il est dans le top 10 du championnat des pilotes aussi. Malgré, c'est vraiment des hauts et des bas, là. Oui, C'est, oui. comme on dit, il saisit ses opportunités. Lorsque la Oui. possibilité est là de prendre les points, il les prend. Puis, Mhm. c'est ça, il fait très bien son travail. Un autre, ben, qui fait bien son travail, c'est pas le meilleur des week-ends. Première fois vraiment qu'il s'abatte par son coéquipier, tout ça, mais c'est Isaac Hadjar, termine douzième. Mhm. Pierre Gasly, treizième. Un week-end facile pour Alpine. Ensuite, quatorzième pour Lance Stroll. Quinzième pour Franco Colapinto. Et là, j'en viens à Yuki Tsunoda. Mhm. Pendant que tu as Max Verstappen qui sort de la course, tu as Liam Lawson qui roule à l'avant, sixième place. Tu as Hadjar, qu'on vient de mentionner, qui termine, qui roule en douzième place. Mais toi, t'es Yuki Tsunoda, t'es pilote numéro 2 Red Bull, puis tu te bats avec Franco Colapinto pour la dernière position. La dernière parce qu'il y a eu des pilotes qui n'ont pas terminé la course. Mhm. Mais pour moi, je trouvais que ça ajoutait à tout le côté pas bon de ce qui se passe présentement, de dire t'as une bagarre avec Franco Colapinto. Colapinto, en plus, qui a failli faire un Jos Verstappen ou un Esteban Ocon de lui-même, puis sortir Ouais. un des pilotes qui est à l'avant du peloton Ouais. en, en score Piastri. En tout cas, ça a donné de l'action, sauf que c'est pas normal d'avoir une Red Bull qui se bat avec une Alpine. Non, non, c'est pas normal. Et il avait mentionné, comme je l'avais dit dans l'autre bloc, Martin, Yuki Tsunoda qui est carrément désemparé, là, Mhm. qui ne semble plus comprendre. Et il dit, je suis même pas au niveau que j'avais avec Racing Bulls. Non, non. Il est frustré, puis c'est comprenable qu'il soit frustré aussi de cette situation-là, parce qu'il a la chance d'aller dans une voiture qui peut jouer les points à la régulière, qui à la limite oui, avec la problématique du deuxième siège, mais qui peut
potentiellement, à certaines épreuves, aller chercher un podium. Mais là, c'est tout le contraire. Il est continuellement en fond de grille. Il n'arrive pas à se démarquer. Et il sait que probablement la perspective, sa perspective va y arriver, perspective d'avenir Moi aussi, j'ai de la misère en, avec ouais, celui-là. perspective d'avenir en Formule 1 commence à se réduire, pas à peu près. Donc Non. là, ça commence à être délicat pour lui. Je, je pense que je ne veux pas être prophète de malheur, mais d'après moi, on assiste probablement dans la dernière saison, les derniers Grands Prix de Yuki Tsunoda. C'est ce qui est très triste parce que c'est un pilote qui a d'affaires en Formule 1. C'est Mhm. ça qui est triste. Je pense pas qu'il ferait pas partie des 20 meilleurs. Il faudrait en refaire, là. Peut-être qu'on pourrait faire ça. À certains On moments, pourrait. à Oui. refaire les 20 meilleurs pilotes. Je sais que Marc-Antoine Garay il aime bien ça quand on fait ça. Mhm. C'était une de ses suggestions d'ailleurs. Mais ce serait intéressant de voir où ce qu'on le classe. Puis je serais bien surpris de voir euh, n'importe qui de l'équipe du F1 Podcast classer Yuki Tsunoda comme 20e pilote de la grille, là. Je penserais pas. En tout cas, je serais vraiment surpris. Pour ma part, il est pas 20e, puis je pense pas que tu le mets 20e non plus. Non plus. C'est ça. Ok. Ça pour dire, je vais passer un petit peu vite la fin parce que Mhm. j'ai préparé un petit quelque chose qui se prête bien avec la date qui s'en vient le 1er juillet. C'est important en Formule 1. Fait que je voulais quand même placer la nouvelle ordre avec le classement puis tout ça. Donc, si tu le permets, je vais y aller quand même rapidement Oui. pour mentionner que Williams, ben, on va tourner le fer dans le plaid à ceux qui sont des partisans Williams, mais ça va pas bien. C'est un abandon, troisième abandon consécutif pour Alex Albon plutôt. Et c'est un double abandon pour les deux voitures là, autour du week-end. Vraiment pas l'idéal. Il va falloir qu'on trouve des solutions du côté de Williams. Ensuite, on l'a dit, Verstappen n'a pas terminé la course, Kimi Anthony non plus. Et Carlos Sainz n'a même pas pu la commencer. Parce que ça a tout pris pour qu'il Mhm. puisse faire un tour de chauffe. Ça a tout un tour de chauffe, c'est le cas de le dire. Il a mis le feu dans la Oui. voiture. Ça a chauffé pas mal. Ça a trop chauffé, c'est ça. Fait que, en tout cas, il a ramené la voiture au puits, on a éteint ça, on a bien essayé. Moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y a encore du monde qui pensait qu'elle allait faire la course après qu'on a aspergé sa voiture avec les instincteurs. J'entendais des commentateurs dire, ah, est-ce qu'on va réussir à replacer ça? Non, non. C'est sûr qu'il va pas, il s'en va pas nulle part, là. C'est terminé. Je pense qu'il le sait aussi. En tout cas, ça pour dire ce que j'ai préparé pour nos auditeurs et pour toi aussi, Kevin, parce que je sais Mhm. que c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est le 1er juillet. Ce qu'on fait, c'est Mhm. qu'on refait l'ordre des allocations du temps en soufflerie. 1er juillet, fête du Canada, bonne fête du Canada en passant. Ça sera demain, donc mardi. On va venir tout replacer ça. Tout le monde, donc il y en a qui ont eu des mauvaises performances en fin de semaine, mais ils vont pouvoir se soulager avec le résultat. Donc je refais rapidement l'état des forces. McLaren est premier au classement, donc il n'y a pas de changement pour eux. On l'était déjà à la date du 1er janvier, donc l'allocation de temps soufflerie ne change pas. On a le moins de temps que n'importe qui. Ensuite, Ferrari reste deuxième. Ce que ça signifie, c'est 5% par position. Donc, c'est 5% de plus qu'on va avoir de McLaren, mais on avait déjà ça. Il n'y a pas de changement. Pour les gens qui se demandent 5%, c'est quoi? Vous pouvez faire un petit lien. C'est à peu près 60 heures de développement. Quand même, là. Tu sais, là, ce qu'on sait, là, ce qu'on peut faire là, dans une écurie. Donc, c'est à peu près 60 heures de développement d'une position à une autre. Ensuite, lorsqu'on regarde Mercedes, ben Mercedes, c'est une perte de 5% du temps de développement par rapport à ce qu'on avait depuis le début de la saison, puisqu'on est rendu troisième au classement. Du côté de Red Bull, ben, on a perdu une position. On est rendu à la quatrième position. Donc, pour nous, c'est un avantage de 5%. Il faut quand même noter là, que Mercedes a perdu, aurait pu avoir un peu moins encore, ne serait-ce qu'un point. Donc, le point de Mhm. plus aujourd'hui que Ferrari a marqué nous coûte 5% de temps de développement. Là. Ça, c'est assez intéressant à voir, mais quand même, des fois, ce que ça peut coûter dans une course. Donc, Red Bull, on gagne un avantage. On va gagner 5% de plus. C'est tout un revirement de situation lorsqu'on regarde depuis les 3 dernières années où ce qu'on était promis. Là, c'est une différence de quand même 20% de plus à ce qu'on a eu dans les 3 dernières saisons. Donc, ça reste intéressant de voir ce qu'on va être capable de faire avec ça. On arrive aux plus gros perdants, ceux qui perdent le plus avec ce règlement-là, mais surtout avec leur classement, c'est Williams. Williams va perdre 20% de temps de développement. C'est une nouvelle qui est catastrophique avec ce qui se passe sur le circuit présentement, mais aussi le fait qu'on veut préparer une voiture de 2026. Donc, les bons résultats du début de saison ont fait qu'on a quitté la neuvième place qu'on avait l'année dernière, mais là, on se retrouve au cinquième rang. Donc, la perte est énorme. C'est 5% pour Williams. Là. C'est quand même gros. Là. Ensuite, Racing Bulls a perdu 5% aujourd'hui en dépassant Haas. Donc, ça fait un total d'une perte de 10% pour Racing Bulls par rapport à ce qu'on avait depuis le début de la saison. Du côté de Haas, on reste au même statut. On perd pas, on gagne pas, puisqu'on était septième au classement déjà. Ensuite, du côté de Aston Martin, qui se retrouvait depuis certaines saisons, on était bloqué au cinquième rang. Là, on est rendu huitième. Donc, c'est quand même un avantage de 15%.
donner 15 de plus de temps de développement à Adrian Newey, c'est comme d'en donner 30, d'après moi. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Verts. Et ensuite, Sauber perd 5 à cause de leurs bons résultats. On était dernier, on était bon dernier depuis quelques saisons. Maintenant, on est neuvième au classement, donc on concède 5. Mais les plus grands gagnants de tout ça pour réjouir nos amis les Français, bien, c'est l'écurie Alpine qui fait un gain de 20 de temps de développement. Donc, à partir du 1er juillet, fête du Canada, c'est 20 de plus qui va être alloué à Alpine pour développer sa voiture, non seulement celle de 2025, mais j'ai comme l'impression qu'on mettra pas trop de temps sur celle de 2025, qu'on va en mettre sur celle de 2026 plutôt. Mais c'est un avantage qui est pas négligeable et on se retrouve aussi au même temps de développement que l'écurie Cadillac. Il y a le temps de développement de la dernière écurie. Donc, tout ça, je trouve ça le fun. Ça fait partie de la nouvelle réalité en F1. Je voulais quand même en parler parce que c'est quelque chose que c'est à prendre en considération comment qu'on va décider d'utiliser ce temps-là à l'aube des nouvelles réglementations. Pour les gens, là, je sais que ça a été un peu vite. Donc, quand on lance des statistiques de même, moi le premier, des fois, j'aime ça réécouter pour les entendre. Vous pouvez toujours reculer, mais sinon, je vais préparer un petit tableau là, qu'on mettra sur notre page Facebook pour aider tout le monde à démêler ça. Il y en a qui sont plus visuels aussi. Mais là, vous avez une petite aperçu là, de ce qui va se passer, de la réorganisation des forces, mais surtout du temps alloué en développement. Kevin, on va terminer là-dessus, là, parce que, excuse-moi, il fallait que je serre ça Ben dans oui, c'est bien l'épisode. correct. Mais pour toi, je sais que tu trouves ça intéressant, c'est des affaires que tu aimes beaucoup. Mais Mhm. c'est des choses qui vont être à prendre en considération. On va avoir la chance de développer là-dessus aussi au cours des prochains épisodes. Mais en terminant, je voulais quand même te demander ton pilote du jour. Écoute, pilote du jour, Martin, je vais y aller avec mon pilote de cœur, Liam Lawson. Ah, ben oui, Liam Lawson. Ben, écoute, il a quasiment gagné le pilote des cœurs, là. Fait que tu aurais pu Ouais, l'avoir des deux façons, mais c'est un très, très bon choix. ouais. Moi, j'ai hésité avec Nico Hülkenberg pour ce qu'il a fait partir de loin et tout Mhm. ça. Sauf que il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, c'est quand un pilote gagne l'épreuve, fait la pole position. Et tu sais, Lando Norris, je sais qu'on évalue seulement la course, mais Lando Norris, c'est juste parce qu'il n'a pas participé à la première pratique qu'il n'a pas été le Mhm. meilleur là-dedans, parce que sinon, il était meilleur tout le week-end. Mhm. Je sais qu'on n'évalue pas ça, c'est le pilote du jour, mais aujourd'hui, résister aux attaques, ton coéquipier, tu rebondis, tout ça, je trouve qu'il mérite le titre du pilote de la journée. Trop souvent, on le donne pas au pilote qui remporte l'épreuve, puis on y va pour une Mhm. surprise, puis toutes ces choses-là. Puis je veux pas faire ça dans ce cas-là. Je trouve que Lando Norris mérite d'être pilote du jour. C'est mon avis, là. Mhm. Mais comme j'ai dit, il y a tellement de bonnes réponses, là. Et Nico Hülkenberg aurait été aussi bon aussi, là. À prendre ça, puis Liam Lawson, la même chose. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, puis ça a été, on le disait tantôt, là, avec Fernando Alonso qui te suit tout le long, faut le faire quand même. C'est ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup, Kevin, et je te souhaite une excellente semaine. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 30 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain, en marge des séances d'essais libres du Grand Prix d'Angleterre qui se déroulera du côté de Silverstone. Mais en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, et à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.